Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal à Hong Kong. Une quarantaine de bennes à ordures ont été volontairement incendiées dans un parc d'attractions situé dans la zone de Mong Kok. La police locale a déclaré qu'il s'agissait d'actes volontaires criminels et que l'enquête suivait son cours. Un incident similaire a également été rapporté dans la même zone jeudi soir dernier et 37 personnes ont été arrêtées et inculpées pour participation à un mouvement d'émeute. Les yeux restent toujours rivés sur Hong Kong depuis les violences qui ont éclaté lundi dernier dans la zone de Mong Kok à l'occasion de la première journée de vacances du Nouvel An chinois. 64 personnes directement liées aux violences ont été arrêtées. À Taïwan, les opérations de secours se poursuivent toujours 7 jours après le grave tremblement de terre qui a frappé l'île. Le bilan est désormais de 96 morts et 28 personnes sont toujours portées disparues. L'effondrement de la tour Weiguan de 17 étages située dans la ville de Tainan est l'incident le plus grave survenu après ce séisme. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'île depuis hier jeudi ont sérieusement ralenti les opérations de recherche. Les équipes de secours présentes sur les lieux de la catastrophe ont rappelé que malgré les faibles chances de retrouver encore des survivants sous les décombres, les opérations de recherche allaient néanmoins se poursuivre. Un service commémoratif a été organisé en hommage aux victimes de la catastrophe. L'actuel dirigeant taïwanais Ma Ying-jeou et la récente gagnante des élections Tsai Ing-wen se sont tous les deux rendus sur place pour honorer la mémoire des victimes. Les secouristes continuent donc les recherches à Tainan. Les sociétés d'assurance locales, aux côtés des compagnies de télécommunications et d'organisations humanitaires, ont débuté les opérations d'urgence afin de venir en aide à ceux qui ont directement subi le tremblement de terre. Les opérations humanitaires et de secours se poursuivent. Les sociétés d'assurance locales ont mis en place un système d'aide d'urgence qui offre une aide aux familles déplacées par le séisme. Les fonds d'urgence couvrent les dégâts occasionnés aux maisons et les traitements médicaux d'urgence pour les clients. Si un client est blessé ou tué, nous dédommagerons leur famille. Après l'effondrement d'une partie de l'immeuble Weiguan, les compagnies de téléphone ont mis en place des centres provisoires d'opération. Il est important d'installer un système basique afin que les liaisons de télécommunications reprennent leur cours normal. Nous offrons de l'aide à tous ceux qui sont sur le site des opérations de secours. Nous mettons à leur disposition des dispositifs de communication, y compris des chargeurs de téléphones portables ou des téléphones provisoires. Des volontaires sont aussi présents sur le site des opérations. Ils aident les autorités à gérer le trafic, à approvisionner les habitants qui souffrent, mais aussi à garder le site propre. Notre centre provisoire offre repas et boissons chauds 24 heures sur 24. Nous proposons aussi des articles de toilette et autres. Nous offrons aussi nos services aux familles des victimes ainsi qu'au personnel médical et de secours. Les volontaires sont issus de milieux différents et comme les équipes de sauvetage, ils travaillent par équipe pour assurer que les centres des opérations restent ouverts au public 24 heures sur 24. En Europe, les principales puissances participant à la réunion sur la sécurité de Munich en Allemagne sont tombées d'accord pour un arrêt des hostilités en Syrie. Elles ont aussi convenu à l'unanimité d'étendre la livraison de l'aide humanitaire. Le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, a déclaré ce vendredi que l'objectif de mettre en œuvre un cessez-le-feu en Syrie était à la portée des négociateurs. Il a ajouté que le cessez-le-feu ne s'appliquerait cependant pas au groupe État islamique ni au groupe extrémiste du Front Al-Nusra. Il est convenu que les pourparlers de paix en Syrie reprendraient à Genève dès que possible. La réunion de Munich a débuté hier, jeudi. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de Russie, de Chine et d'une dizaine d'autres pays y participent. Retour en Asie où les tensions dans la péninsule coréenne continuent de s'intensifier. La zone industrielle de Kaesong, un des symboles de la coopération intercoréenne, a été fermée jeudi. Des camions sud-coréens chargés de marchandises et d'équipements passant la frontière du parc industriel de Kaesong jeudi. Séoul a décidé de fermer la zone en signe de protestation contre le dernier essai nucléaire de la RPDC et le lancement d'une fusée à longue portée.
Nos forces armées sont prêtes à toute éventualité dans le complexe industriel de Kaesong. La priorité sera mise sur la vie et la sécurité des gens. En réponse, la RPDC a ordonné une prise de contrôle militaire du parc industriel et l'expulsion immédiate de tous les travailleurs sud-coréens. Tous les actifs ont été saisis. Pyongyang a également mis un terme à 2 lignes cruciales de communication transfrontalière. La récente mesure provocatrice de Séoul est une déclaration qui met fin à un élément vital des relations entre le Nord et le Sud. Cela va à l'encontre de la déclaration conjointe du 15 juin. C'est une dangereuse déclaration de guerre. La zone industrielle de Kaesong compte 124 entreprises sud-coréennes. Elles ont investi quelques 850 millions de dollars là-bas et blâment leur propre gouvernement pour ce qui vient de se passer. Je pense que le gouvernement sud-coréen devrait en prendre la responsabilité parce qu'il a pris une décision hâtive et unilatérale. Nous devrions recevoir une compensation du gouvernement qui couvrirait nos pertes. La RPDC sera aussi durement affectée par cette fermeture. Le parc industriel de Kaesong fait travailler 55 000 Nord-Coréens et permet une importante rentrée de devises étrangères dans le pays. Le complexe industriel de Kaesong est une zone de coopération économique industrielle entre la Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée. Après le début des opérations en 2005, son futur est devenu étroitement lié à l'évolution des relations bilatérales. La RBDC a décidé de réduire le nombre de Sud-Coréens dans le complexe après avoir tiré par erreur sur un touriste en provenance de la Corée du Sud en 2008. En mars 2009, lors d'exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, la RBDC ferme à 3 reprises le complexe industriel. Ensuite, en mai 2010, après qu'un navire de la marine ait fait naufrage au large des côtes sud-coréennes, la Corée du Sud décide alors de réduire le nombre d'employés sud-coréens. À la suite du bombardement de Yongbyon en novembre 2010, la RBDC interdit aux Sud-Coréens de pénétrer le parc industriel. En 2013, le 3e essai nucléaire nord-coréen provoque la détérioration des relations intercoréennes et pousse la RBDC à fermer le complexe pendant 5 mois. La fermeture du complexe provoque la perte de quelques 900 millions de dollars. Ainsi, la Corée du Sud et la RBDC décident de ne fermer le complexe sous aucun prétexte. Les bourses mondiales se sont repliées en forte baisse hier jeudi après les propos prudents de la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, concernant les perspectives du pays et la hausse des taux. Elle a témoigné mercredi au Congrès américain, notant un accroissement des vents contraires pour les États-Unis. Les analystes estiment que les commentaires de Janet Yellen indiquent que la Fed pourrait repousser une possible hausse des taux d'intérêt et qu'une hausse des taux pour le mois de mars est à présent fort peu probable. En décembre, des membres de la Fed avaient déclaré qu'ils procéderaient à une hausse de 4/4 de point en 2016. Mais depuis cette date, la situation de l'économie mondiale s'est détériorée. Janet Yellen a également clairement indiqué que malgré les turbulences actuelles, ses projections à long terme au niveau national et international demeuraient positives. En retour, la faiblesse des prix des produits de base pourrait déclencher des pressions financières dans les économies basées sur l'exportation de denrées de base, en particulier les économies émergentes vulnérables et pour les entreprises produisant des denrées dans de nombreux pays. Si ces risques se matérialisent, l'activité financière et la demande pour les exportations américaines pourraient baisser et les conditions financières des marchés pourraient se resserrer davantage. Ces développements, s'ils s'avèrent persistants, pourraient peser sur les perspectives de l'activité économique et sur le marché du travail, bien qu'une baisse des taux d'intérêt à long terme et des prix du pétrole puisse fournir une compensation. Cependant, la hausse actuelle du marché de l'emploi et l'accélération de la hausse des salaires pourraient soutenir la croissance des revenus réels et donc la dépense des consommateurs. La croissance économique mondiale devrait reprendre, soutenue par des politiques monétaires très accommodantes à l'étranger. Des scientifiques ont déclaré jeudi avoir détecté l'existence d'ondes gravitationnelles, des ondes prévues par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein il y a 100 ans. Plus de détails.
Les ondes gravitationnelles détectées ont été produites pendant la dernière fraction de seconde de la fusion de deux trous noirs pour produire un unique trou noir plus massif, ont déclaré les scientifiques à l'origine de cette découverte lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Washington, D.C. Les ondes gravitationnelles ont été détectées le 14 septembre 2015 à 5h51 EDT, 9h51 GMT, par les deux détecteurs jumeaux du Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ou LIGO, situé à Livingston en Louisiane et à Hanford à Washington. En se basant sur les signaux observés, les scientifiques du LIGO ont estimé que les trous noirs qui ont fusionné faisaient environ 29 et 36 fois la masse du Soleil, et que cet événement s'est produit il y a 1,3 milliard d'années. Une masse d'environ 3 fois la masse du Soleil a été convertie en onde gravitationnelle en une fraction de seconde, avec un pic dans la production d'énergie équivalent à 50 fois l'ensemble de l'univers visible. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré que 3 personnes étaient mortes en raison de complications liées au virus Zika. Il s'agit des premiers cas de décès avérés dans le pays en lien direct avec le virus transmis par les moustiques. Lors d'une allocution télévisée, M. Maduro a confirmé que 319 personnes avaient été touchées par le virus Zika au Venezuela. Il a par ailleurs rappelé que 68 patients présentant de sévères complications étaient actuellement en soins intensifs et que le pays avait pour le moment les médicaments nécessaires pour les traiter. Le président vénézuélien a enfin rappelé que 5221 cas potentiels avaient été rapportés entre le 5 novembre 2015 et le 8 février dernier. La Chine a quant à elle confirmé son premier cas importé de virus Zika. Le patient est traité dans un hôpital de la province du Jiangxi. Cet homme de 34 ans est rentré du Venezuela la semaine dernière. Le patient est rentré et présentait des symptômes de fièvre, maux de tête et nausées. Il est allé à l'hôpital dès son arrivée en Chine. J'avais peur d'infecter mon entourage si j'étais porteur du virus. Alors je suis allé à l'hôpital pour confirmer. Le patient a été placé en quarantaine et est traité à l'hôpital depuis le 6 février. La lutte anti-moustique a été renforcée autour de l'hôpital ainsi que dans les communautés locales. Le patient va mieux et sa température est normale. Les experts disent qu'il pourra sortir dans 1 ou 2 jours. Le célèbre parolier chinois Yan Su est mort à l'âge de 86 ans. Il est surtout connu pour avoir écrit les paroles de la chanson d'une série phare des années 80, Les Pérégrinations vers l'Ouest. Durant sa longue carrière comme auteur dramatique et parolier de l'armée de libération chinoise, il a également écrit « Que j'aime le ciel bleu de ma mère patrie » et certains des plus grands classiques rouges. La chanson a fait en partie le succès de la série Pérégrinations vers l'Ouest. Osez demander sa route a été écrit par Yan Su, alors écrivain officiel du département politique des forces aériennes de Chine. Né à Baoding dans la province du Hebei en 1930, Yan rejoint les forces armées à l'âge de 23 ans. Pendant les 60 ans qui suivirent, il a écrit des chansons célèbres parmi lesquelles se retient « Eau d'eau, fleur de prunier »,« Fleur dans la brume »,« Que j'aime le ciel bleu de ma mère patrie » et « Grande, grande muraille ». Beaucoup sont salués comme des chefs d'œuvre de classiques rouges, c'est-à-dire des chansons patriotiques inspirées par la littérature classique. Il a remporté pour son œuvre de nombreux prix. Ces dernières années, il a travaillé pour la télévision, avec notamment la couverture des célébrations de la fête nationale, la Longue Marche et le retour de Hong Kong et Macao à la mère patrie. Il a aussi participé au gala de la fête du printemps et à la compétition des jeunes chanteurs de CCTV. En septembre dernier, Yan est tombé dans le coma après avoir travaillé sur le gala Victoire et paix qui marquait l'anniversaire des 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort ce matin à 3h07 selon l'hôpital des forces de l'air de l'APL à l'âge de 86 ans. Écoutons la fameuse chanson « Osez demander sa route », le thème musical de la série Pérégrinations vers l'Ouest, diffusée en Chine en 1986.
Nous sommes aujourd'hui le 5e jour de la nouvelle année lunaire chinoise, un jour traditionnellement marqué par le début de la première vague des retours de vacances. Cette journée s'annonce plutôt rude pour les voyageurs qui devront affronter la vague de froid et son lot de tempêtes de vent glacial annoncées dans la plupart des régions du pays. L'Observatoire du climat dans la province du Hebei a lancé ce matin une alerte orange pour le nuage de pollution, entraînant au passage l'interdiction de circuler sur plusieurs autoroutes de la région. Pendant ce temps, la majeure partie de la province du Qinghai est depuis ce matin recouverte de neige. Les autorités locales ont lancé en urgence des alertes pour limiter le trafic sur les routes de la région. Plus au sud, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, les énormes foules de voyageurs ont provoqué des queues interminables à l'entrée de la gare centrale provinciale de Guiyang. Les autorités locales ont par ailleurs indiqué que près de 6000 trajets ont déjà été effectués depuis aujourd'hui. Notre série Redécouvrir l'Afrique nous emmène aujourd'hui au Kenya. Actuellement, seul un train et une route relient la ville de Mombasa à Nairobi. Mais un projet chinois va bientôt changer tout cela. C'est un reportage de Judan pour CCTV français. Je me trouve à la station de Voi. Ici, vous pouvez voir une ligne délabrée, héritée de la période coloniale britannique, reliant Mombasa et Nairobi. Les trains mettent plus de 12 heures pour parcourir les 450 km à travers de la savane qui sépare les deux principales villes kenyanes. À peu près 1 km de là où je me situe, une nouvelle ligne est en construction. Ce projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Mombasa et Nairobi utilise toutes les techniques avancées chinoises. Je m'appelle Clémence, je vivais ici à Voie. Je travaillais dans une station d'essence au sud. Ce que je pense de la nouvelle ligne de chemin de fer, je pense qu'elle peut apporter des améliorations, notamment au niveau de la vitesse. Nous sommes impatients de voir cette nouvelle ligne. À côté de l'ancienne voie, une nouvelle ligne de chemin de fer est en cours de construction. Et cette fois, sa conception est chinoise. Agnès est une géomètre en charge des mesures, des calculs. Elle est l'une des seules femmes à travailler sur le terrain et son travail est essentiel au projet car il garantit la hauteur et les limites de la voie ferrée. Employée depuis un peu plus d'1 an, cette jeune Kenyane ne manque pas d'ambition. J'ai choisi ce travail car je veux changer l'image des femmes au Kenya. Les Kenyanes vont penser que cet emploi est très difficile, mais pour moi c'est facile. Il m'oblige à travailler beaucoup, j'accumule beaucoup d'expérience avec ce travail. Sur un autre site de construction le long de la route, Zhang Zhaoyi, 45 ans, dirige avec un style propre ses employés. Ce style unique ne l'empêche toutefois pas de communiquer efficacement avec ses collègues. J'ai commencé à travailler ici en mars. Je suis venu avec 4 membres de ma famille. Nous travaillons tous sur le projet. Au cours des 3 premiers mois, la langue a été un problème, l'anglais n'étant pas ma langue maternelle. Il nous a fallu du temps pour se comprendre les uns les autres. Mais désormais, la langue de travail que nous utilisons n'est plus un problème. Le pont sur lequel Jui et son équipe travaillent va élever les rails afin que le train puisse passer durant la saison des pluies quand la rivière gonfle. L'élévation des rails prend également en compte des animaux sauvages de la zone. Sur une terre où la faune est reine, la question de l'adaptation de ces créatures à la modernisation est une priorité des constructeurs de la ligne. Zhang Chi est l'ingénieur responsable du pont de la rivière Tsavo. La hauteur de l'arche est variable et comprise entre 9,5 mètres et 31,5 mètres. Ceci afin de garantir que le passage du train ne porte pas atteinte à la faune. Le pont est fait de manière à permettre le passage des animaux sauvages en raison de son emplacement sur la rivière Tsavo. Pendant la saison des pluies, de nombreux animaux viennent ici. Cette conception est nécessaire pour les animaux. Certains animaux n'ont même pas pris la peine d'atteindre. En plus du pont, près de 600 points de passage sont dispersés le long de la route, que ce soit pour les animaux ou pour les pluies.
Il s'agit de la première ligne internationale et du premier projet entièrement conçu selon les normes chinoises. La construction devrait permettre d'élever le PIB du Kenya d'1,5%. Elle va créer plus de 30 000 emplois au Kenya, techniciens qualifiés et ingénieurs inclus. Une fois complété, le coût logistique chutera de 40%, ce qui apportera au système de transport du Kenya des bénéfices énormes. Pour une tribu située non loin de là, le train offre l'occasion de voir plus du monde. Jacob est le chef de cette tribu Maasai, qui vit à proximité de la ligne de chemin de fer. Le peuple chinois réalise un projet ici. Notre peuple va y travailler et cela nous a aidés pour l'eau. Car avant, nous n'avions pas d'eau près d'ici. Mais maintenant, notre peuple obtient de l'eau de ce site. Nous sommes donc très heureux que le train vienne ici. Le projet avance à grands pas. À l'avenir, la ligne de chemin de fer devrait être prolongée pour relier 5 autres pays d'Afrique de l'Est, ce qui permettra de stimuler le commerce régional. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et la suite de l'information, c'est dans 1h30. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre chaîne.